En février 1891, à Black River Falls, dans le Wisconsin, tandis que ses voisins enduraient une autre rude nuit d'hiver, consommant de vastes quantités de bois de chêne fendu, simplement pour empêcher leur famille de geler, un seul individu jouissait d'un confort total. Il n'était pas près d'un feu, ni enveloppé dans toutes ses couvertures, mais plutôt à 1,8 mètres sous la surface du sol, dans ce que les habitants locaux avaient surnommé avec dérision son lit tombe. Tout au long de l'été précédent, il l'avait ridiculisé, le jugeant mentalement instable et affirmant qu'il gaspillait de précieux efforts en creusant, alors qu'il aurait dû construire vers le haut et non vers le bas. Le charpentier le plus expérimenté de la ville avait déclaré publiquement « C'est la chose la plus idiote que j'ai vue en 40 ans de construction à la frontière ». Pourtant, en cette soirée de février, alors que les températures chutaient à moins 30 degrés Celsius, un événement extraordinaire se produisit, un événement qui allait obliger toute une communauté à réévaluer toutes leurs idées préconçues concernant la survie hivernale. Avant de révéler ce que ce colon du Wisconsin avait compris de la physique thermique, quelque chose que même les constructeurs expérimentés avaient négligé, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime », vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire indiquant votre lieu de visionnage, car, je vous assure, les concepts que nous allons explorer sont pertinents, que vous résidiez au Montana, au Manitoba ou dans le Maine. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous comprendrez pourquoi les adeptes de l'autonomie énergétique contemporain réadoptent cette méthode vieille de 130 ans, qui a le potentiel de réduire de moitié vos dépenses de chauffage. Lars Ericsson n'était pas destiné à être un innovateur, on s'attendait à ce qu'il soit un immigrant norvégien prudent, suivant l'exemple de tous les autres colons en construisant une cabane en rondin typique de 4,9 sur 6,1 mètres, installant une cheminée d'angle et espérant qu'assez de bois serait coupé pour endurer l'hiver. Cependant, en mai 1890, un événement se produisit qui fit que toute la colonie de Black River Falls doutait de son état mental. Plutôt que d'ériger des murs, Lars commença à creuser vers le bas, à travers 0,6 mètres de terre végétale, puis à travers l'argile, dans la terre fortement compactée qui était restée intacte, depuis que les glaciers s'étaient retirés 10 millénaires auparavant. Jour après jour, ses voisins l'observaient creuser ce qui semblait être une cave à légumes, à l'exception qu'elle était située directement sous l'emplacement désigné pour ses quartiers de sommeil. Cet homme creuse sa propre tombe, fit remarquer Thomas Bradley, un maître charpentier originaire du Vermont, qui avait construit 17 cabanes sur le territoire du Wisconsin. Bradley avait rencontré de nombreuses idées mal conçues de la part de colons inexpérimentés, mais celles-ci les surpassaient toutes. Le sol est froid et humide, il attrapera une pneumonie avant Noël, prédit-il. La population norvégienne locale était également perplexe. Dans leur pays d'origine, on construisait d'imposants murs de pierre et d'énormes cheminées, on ne creusait pas de tunnels dans le sol comme un blaireau. Même l'oncle de Lars, qui s'était installé à 4,8 km au nord, tenta de le raisonner. La ligne de gel s'étend jusqu'à 1,2 mètre de profondeur ici, son oncle le mit en garde, tu dormiras sur de la glace. Pourtant, Lars persista à creuser, atteignant 1,8 mètre de profondeur. Par la suite, il entreprit une action qui parut encore plus insondable. Il commença à transporter des pierres de rivière, des centaines d'entre elles, constituées de galets glaciaires lisses et arrondis, variant en taille, de celle d'un poing fermé à la taille approximative d'une tête humaine. Il tapissa ensuite toute l'excavation avec ces pierres, formant ce qui ressemblait à un puits, avant de les cimenter ensemble avec de l'argile. La structure émergente, un mélange de sable et de chaux, paraissait singulière pour l'époque. L'abri souterrain mesurait 2,44 mètres sur 1,83 mètres, offrant un espace de couchage suffisant pour 2 personnes. Cependant, au lieu de le laisser comme une simple excavation, Lars construisait un système thermique qui ne serait pas compris avant des décennies. Il installa des poutres en bois taillées à la main. Ces poutres enjambaient le haut de la fosse revêtue de pierre, formant un plafond qui serait au niveau du plancher de sa cabane. Par la suite, il creusa une trappe d'accès. Il construisit ensuite une échelle menant à ce que les habitants appelaient désormais ouvertement la folie d'Ericsson. 2 mois de travail gâché, proclama Bradley à quiconque voulait l'entendre. Ce Norvégien périra sûrement de froid dans sa propre fosse, tout ça pour économiser du bois de chauffage. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'étaient les connaissances que Lars avait acquises lors de ses expéditions de chasse hivernale. Des montagnes norvégiennes. Le sol lui-même constituait l'accumulateur thermique le plus efficace jamais conçu, et il était sur le point de le démontrer, de la manière la plus frappante imaginable. Tandis que Thomas Bradley et les autres constructeurs expérimentés se concentraient sur les aspects visibles, tels que l'épaisseur des murs, les dimensions des cheminées et le tirage des conduits, Lars Ericsson avait saisi un principe beaucoup plus fondamental concernant la chaleur et le froid. La Terre à 1,83 mètres sous la surface conserve une température presque uniforme tout au long de l'année. Dans le Wisconsin,
cette température varie généralement entre 7,2 et 10 degrés Celsius, indépendamment du fait que l'air ambiant au-dessus atteigne 32,2 degrés Celsius en juillet ou descende à moins 34,4 degrés Celsius en janvier. Ce n'était pas une simple légende, c'était un principe physique sur lequel chaque cave à légumes s'appuyait, que chaque source couverte utilisait, et que chaque puisatier expérimenté comprenait instinctivement. Cependant, Lars entreprenait quelque chose d'inédit. Résidant dans cette région thermique constante, sa chambre revêtue de pierre était plus qu'une simple excavation. Les pierres de rivière, avec une masse combinée dépassant 1360 kg, fonctionnaient comme une masse thermique tout au long de la journée. Toute chaleur descendant de la cabane au-dessus serait absorbée et retenue par la pierre. Pendant la nuit, cette chaleur emmagasinée rayonnerait progressivement et constamment, préservant un équilibre thermique stable. Les murs de la chambre avaient une épaisseur de 45,72 cm, construit en pierre maçonnée. Le mélange d'argile, de sable et de chaux entre les roches formait un joint imperméable. Ce joint empêchait l'infiltration d'humidité, permettant simultanément à la température inhérente de la terre de régir l'environnement intérieur. Au-dessus des poutres en bois qui constituaient le plafond, Lars avait densément tassé 20,32 cm de sursèche, considérée comme la principale substance isolante de la frontière, qui emprisonnait l'air dans d'innombrables petites poches. Pour réguler la qualité de l'air, il avait mis en place un système de ventilation simple mais ingénieux, un tuyau de 10,16 cm de diamètre fabriqué à partir de tiges de sumac évidées, s'étendant de la chambre vers le haut à travers le plancher de la cabane, adjacent à la cheminée. L'air chaud de la pièce de vie principale serait naturellement aspiré vers le bas, tandis que l'air légèrement plus frais et plus dense de la chambre circulerait vers l'extérieur. Ce processus n'était pas suffisant pour provoquer une perte de chaleur significative, mais suffisant pour éviter la vicie et maintenir les concentrations d'oxygène. Les calculs sous-jacents étaient sophistiqués. Si le sol maintenait constamment une température de 8,3 degrés Celsius et que Lars pouvait efficacement empêcher les fuites thermiques à travers sa structure aérienne isolée, ces quartiers de couchage atteindraient une température stable quelque part entre la température du sol et toute chaleur qui descendait d'en haut, même si la cabine supérieure se refroidissait à 4,4 degrés Celsius pendant la nuit, ce qui arrivait fréquemment lorsque les feux s'éteignaient, la chambre inférieure resterait considérablement plus chaude. Cependant, Thomas Bradley ne montrait aucun intérêt pour les mathématiques. « J'ai construit des bâtiments dans le Maine, le Michigan et le Minnesota », déclara-t-il au Magasin Général en octobre 1890. Et je n'ai jamais rencontré personne qui ait dormi sous terre sans le regretter. Ce jeune homme va contracter la tuberculose, croyez-moi, acquiesça le médecin de la ville. L'air humide, une ventilation inadéquate et le fait de respirer ses propres exhalations toute la nuit constituent un terrain propice aux maladies pulmonaires, même pour les immigrants norvégiens locaux, qui, malgré leur connaissance des constructions semi-enterrées issues de leurs habitations montagnardes aux toits de tourbe, se rangèrent du côté des sceptiques. L'Amérique était censée être synonyme de progrès, de construire vers le haut et vers l'extérieur, et non de se retirer dans la terre comme leurs ancêtres appauvris. Lars, quant à lui, resta silencieux. Il acheva la partie hors sol de sa cabane en novembre, une résidence en rondin modeste mais solidement construite, dotée d'une cheminée d'angle conventionnelle. Le seul élément inhabituel était une trappe dissimulée dans le plancher près du mur arrière, avec une échelle menant vers l'obscurité. Ce panneau d'accès s'avéra être le bois de chauffage le plus cher que vous ayez jamais préparé, l'informa Bradley la veille de la première vague de froid intense. Attendez juste janvier, vous scellerez cette ouverture et dormirez près du foyer, comme tout le monde. Lars se contenta d'un sourire, il avait déjà passé 2 soirées dans sa pièce souterraine, pendant les conditions tempérées de novembre. La température en dessous s'était maintenue à 10,6 degrés Celsius, ne nécessitant qu'une seule couverture en laine pour le confort. En surface, la température de l'habitation était tombée à 3,3 degrés Celsius à mesure que les flammes diminuaient pendant la nuit. Le véritable défi approchait, et il se manifesterait plus tôt que prévu. Le 11 janvier 1891, la température à l'aube affichait moins 15,6 degrés Celsius, à midi, elle était tombée à moins 17,8 degrés. Au crépuscule, le mercure dans l'appareil de mesure de Thomas Bradley, l'un des 3 seuls à Black River Falls, indiquait moins 24,4 degrés Celsius et il continuait sa descente. Lars Eriksson prépara son feu pour la nuit à 20h ce soir-là, suivant sa routine habituelle, en plaçant plusieurs grosses bûches de chêne conçues pour couver progressivement jusqu'au matin, préservant ainsi une chaleur suffisante dans l'habitation principale pour empêcher les récipients d'eau de geler. Par la suite, il descendit l'échelle dans son espace souterrain, refermant le panneau d'accès isolé derrière lui. Pendant ce temps, en surface, ses voisins étaient engagés dans une lutte, une bataille acharnée contre les températures glaciales. Thomas Bradley réapprovisionnait son foyer toutes les 2 heures,
consommant près de 1,8 m3 de bois en une nuit. La famille Anderson, résidant à 3 habitations de là, se serra dans un seul lit, placé près de leur cheminée. Les enfants étaient enveloppés dans toutes les couvertures accessibles. Le vieux Günther Schmidt, ayant enduré 40 hivers du Wisconsin, resta assis près de son feu toute la nuit, trouvant qu'il faisait trop froid pour oser dormir. À 3 heures, la température extérieure était tombée à -30,6 degrés Celsius, marquant la nuit la plus froide de l'histoire documentée de Black River Falls. À l'intérieur de la cabane de Bradley, même avec l'intense brasier, à seulement 3,05 mètres de la cheminée, la température était tombée à 1,1 degré Celsius. Le givre recouvrait l'intérieur de ses fenêtres fermées, et son souffle formait une vapeur visible. Il consomma une autre brassée de chêne fendu, calculant sombrement qu'à ce rythme, sa réserve de bois pour l'hiver serait épuisée début février. Dans la cabane de Lars Ericsson, située au-dessus du sol, une situation similaire prévalait. À 4 heures du matin, le feu s'était réduit en braise, et la température de la pièce principale avait chuté à -2,2 degrés Celsius. Des cristaux de glace s'étaient formés là où la condensation s'accumulait sur les bûches près de la porte. Cependant, 1,83 mètres plus bas, dans cette chambre tapissée de pierre, Lars Ericsson dormait profondément. Sous une simple couverture de laine et une courte pointe, la température de son espace de couchage s'était stabilisée précisément à 12,2 degrés Celsius, soit 23,3 degrés Celsius de plus que la cabane directement au-dessus de lui. C'était 30 degrés Celsius de plus que les quartiers de couchage de Bradley, et un étonnant 42,8 degrés Celsius de plus que l'environnement extérieur glacial. Si vous appréciez ce récit, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner immédiatement. Nous allons expliquer en détail les raisons précises de son efficacité et démontrer comment ces concepts peuvent être appliqués au mode de vie autonome contemporain. Veuillez laisser un commentaire indiquant votre emplacement. Cela nous aide à comprendre la répartition géographique de notre communauté d'amateurs de sagesse pionnière. Le lendemain matin, alors que Lars sortait de sa chambre à l'aube, il découvrit Thomas Bradley et 4 autres voisins rassemblés devant sa demeure. Ils avaient observé de la fumée s'échapper de sa cheminée, confirmant que son feu, comme tous les autres, s'était éteint. Cependant, ils remarquèrent également que Lars semblait bien reposé, pas de cernes sous les yeux, pas de frissons intenses, et pas de besoin urgent de rallumer le feu. « Comment avez-vous dormi » demanda Bradley, son ton teinté de suspicion. « Très confortablement » répondit Lars. « Il faisait 12,2 degrés Celsius là-bas, je n'ai même pas eu besoin de ma grosse courte pointe. » L'expression de Bradley passa de l'incrédulité à l'étonnement. Il avait consommé plus de bois de chauffage en une seule nuit que Lars n'en utilisait habituellement en une semaine entière. Malgré cela, il avait failli geler. Pendant ce temps, l'immigrant norvégien qu'il avait tous ridiculisé avait passé une nuit confortable en manches courtes. « C'est impossible », déclara Bradley. Pourtant, son attitude avait changé, ce n'était plus un acte de rejet, mais plutôt la curiosité urgente de quelqu'un qui venait de saisir la possibilité de s'être trompé sur une question importante. La Terre, expliqua Lars, n'est tout simplement pas affectée par la température de l'air. À 1,83 mètres de profondeur, elle maintient constamment à peu près la même chaleur. La pierre retient cette chaleur. L'isolation empêche ma chaleur corporelle de se dissiper. Ce n'est rien de complexe. Tout au long de la semaine suivante, alors que la vague de froid persistait, la preuve devint irréfutable. Lars n'utilisait qu'un tiers du bois de chauffage de ses voisins. Il dormait profondément chaque nuit, et surtout, il ne présentait aucune de la fatigue, de l'irritabilité ou de la mauvaise santé, qu'une exposition prolongée au froid infligeait à tous les autres. Fin janvier, Thomas Bradley demanda s'il pouvait passer une nuit dans la chambre, et Lars y consentit. Le charpentier, sceptique et vêtu d'épaisses fourrures, descendit l'échelle, certain qu'il frissonnerait en moins d'1 heure. Il réapparut le lendemain matin, un homme changé. « J'ai construit incorrectement pendant 4 décennies », avoua-t-il au groupe assemblé. Ce Norvégien a conquis l'hiver. Ce que Lars Ericsson avait accompli n'était pas de la sorcellerie. Cela impliquait une thermodynamique pratique, mise en œuvre grâce à des ressources pionnières et à l'ingéniosité des immigrants. La compréhension de 3 principes fondamentaux était cruciale. Ces principes, que les constructeurs contemporains formaliseraient plus tard, Lars les comprenait instinctivement. Le premier était la stabilité thermique géothermique sous la profondeur de gel. La température du sol n'est pas régulée par les conditions atmosphériques quotidiennes ou même saisonnières, mais plutôt par la température annuelle moyenne de la région du Wisconsin. Cela impliquait une température constante de 7 à 10 degrés Celsius tout au long de l'année. C'est pourquoi les installations de stockage souterraines empêchent les pommes de terre de geler en hiver et les gardent au frais en été. C'est pourquoi les premiers colons creusaient des puits qui ne gelaient jamais et pourquoi les lieux d'inhumation sous la profondeur de gel ne bougent jamais.
L'habitation de Lars était située précisément dans cette zone, avec 1361 kg de pierre recouvrant ses murs. Ce matériau fonctionnait comme une masse thermique, absorbant, retenant et émettant progressivement la température stable de la Terre. La pierre possède une capacité thermique spécifique, d'environ 0,84 kJ par kg et par degré Celsius. Ces pierres de rivière étaient capables de stocker et de libérer environ 633 kJ pour chaque degré Celsius de variation de température. Cela fournissait une capacité de stockage thermique suffisante pour maintenir la stabilité de l'espace face à de légers changements. Le deuxième principe est que l'isolation empêche la chaleur de s'échapper, plutôt que d'empêcher la chaleur d'entrer. Au-dessus du sol, les premières cabanes menaient une lutte perdue d'avance, même des murs en rondins méticuleusement scellés perdaient continuellement de la chaleur par chaque fissure. Chaque ouverture autour des portes et des fenêtres, chaque point où les courants d'air s'infiltraient, permettait à la chaleur de se dissiper dans l'atmosphère glaciale. En réponse, les pionniers compensaient, en consommant de vastes quantités de bois, réchauffant ainsi l'environnement extérieur autant que l'intérieur. L'habitation de Lars était exempte de ces problèmes, le sol lui-même servait d'isolant. Des centaines de tonnes métriques de celui-ci enveloppant sa zone de couchage sur 5 surfaces. La seule voie potentielle d'échappement de la chaleur était par le plafond, qu'il avait scellé avec 20 cm de sciure de bois. Sous les planchers, la chaleur de son corps, aussi légère fût-elle, n'avait aucun moyen de s'échapper. Ceci, couplé à la température constante de la Terre, établissait un système qui ne nécessitait pratiquement aucune dépense d'énergie pour maintenir un environnement confortable. Le troisième principe stipule que le confort thermique concerne la température radiante et non uniquement la température de l'air. Les spécialistes contemporains du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, CVC, reconnaissent que le bien-être humain dépend de la température radiante moyenne, la température moyenne de toutes les surfaces environnantes, et non pas seulement la température de l'air ambiant. Ceci explique pourquoi 20 degrés Celsius dans une résidence contemporaine bien isolée sont agréables, tandis que 20 degrés Celsius dans une habitation mal isolée avec des murs froids sont inconfortablement frais. Dans la chambre de Lars, chaque surface émettait de la chaleur à environ 11 à 12 degrés Celsius. Cela incluait les murs en pierre, le plafond en bois, et même le sol en terre battue, qu'il avait recouvert de pierres plates et de peaux de mouton. Par conséquent, son corps n'a jamais subi la dissipation de chaleur radiante, qui rendait le sommeil dans une cabane glaciale si désagréable. Il ne luttait pas pour maintenir sa chaleur. L'environnement était déjà suffisamment chaud. En février 1891, Thomas Bradley avait calculé des chiffres suffisamment convaincants pour persuader même les sceptiques. Pendant la vague de froid de janvier, Lars consommait en moyenne 8,2 kg de bois chaque nuit, pour maintenir sa cabane de surface à une température habitable tout au long de la journée. Bradley consommait 21,3 kg de bois chaque soir pour maintenir une température habitable dans sa cabane pour se reposer. Lars, en revanche, dormait confortablement à 12 degrés Celsius, n'ayant besoin que d'une seule couverture en laine. Bien qu'il ait brûlé près de 3 fois la quantité de bois, Bradley a enduré de dormir dans des conditions de 1 degré Celsius, nécessitant plusieurs couettes épaisses et couvertures en fourrure pendant les 5 semaines les plus froides de l'hiver. Lars a utilisé 286 kg de bois, tandis que Bradley en a consommé 746 kg. Le bois que Lars a économisé équivalait à environ 40 heures de travail. Cela représentait une semaine entière qu'il pouvait consacrer à d'autres activités de survie. Cependant, l'efficacité n'était pas le seul avantage, les disparités en matière de santé étaient frappantes. L'exposition persistante au froid affaiblit le système immunitaire, perturbe les cycles de sommeil, augmente le stress cardiovasculaire et entraîne une fatigue progressive à la fin de février. Fin février, la majorité des habitants de Black River Falls semblaient émaciés, fatigués et luttaient contre des affections respiratoires. Lars, cependant, paraissait robuste et bien reposé. Ses enfants, qui dormaient dans des lits traditionnels au rez-de-chaussée, mais bénéficiaient de la réduction de la consommation de bois et de la meilleure récupération de leur père, prospéraient. Le médecin, qui avait auparavant mis en garde contre la consommation et l'air humide, a concédé à contre-cœur que l'espace souterrain ne présentait aucun signe d'humidité excessive. Le système de ventilation, aussi rudimentaire fût-il, s'est avéré suffisant, et les poumons de Lars étaient parfaitement clairs. J'ai fait une erreur, a informé le médecin au conseil municipal en mars, une erreur complète. Cette pièce souterraine est moins humide que la plupart de nos habitations, plus chaude que n'importe quelle autre, et ne semble présenter aucun risque pour la santé. Au moment du dégel printanier, cette famille avait sollicité Lars, demandant des conseils pour construire leurs propres espaces de couchage souterrain. La transformation avait commencé. L'été 1891 a été témoin d'un changement significatif à Black River Falls. La dérision initiale s'est transformée en curiosité,
puis en une acceptation généralisée. Pourtant, comme c'est souvent le cas avec tout concept solide, son exécution différait. Thomas Bradley, toujours l'artisan habile, a construit l'itération la plus complexe. Il a creusé une chambre mesurant 2,4 sur 3,0 mètres, qu'il a ensuite revêtue de blocs de calcaire taillés avec précision, transportés d'une carrière située à 24 km. De plus, il a installé un système de ventilation utilisant des tuyaux en cuivre récupérés d'une mine désaffectée. Sa chambre comportait des plateformes de couchage en pierre intégrées, conçues pour émettre une chaleur persistante pendant les heures nocturnes. L'ensemble de l'entreprise a nécessité 6 semaines de travail et des dépenses considérables. La famille Anderson, ayant plus d'enfants que de ressources financières, a opté pour une méthode moins complexe. Ils ont creusé directement sous le plancher de leur cabane actuelle, retirant des planches et creusant par segments pour éviter de compromettre l'intégrité du bâtiment. Leur pièce souterraine n'avait que 1,5 m de profondeur. Bien que ne répondant pas entièrement aux spécifications de Lars, ils l'ont revêtue de pierres naturelles et ont isolé la partie supérieure à l'aide d'un mélange de poussière de bois et de mousse desséchée. Bien que moins efficace que le concept de Lars, cela a néanmoins maintenu des températures de 9 degrés Celsius tout au long de l'hiver suivant pour un foyer qui avait failli succomber au froid en janvier précédent. Ce fut un véritable salut. Le vieux Günther Schmidt a conçu sans doute l'adaptation la plus intrigante. Étant trop âgé pour des excavations importantes, il a trouvé un compromis. Il n'a creusé que de 0,9 mètres, mais a ensuite construit des murs en pierre s'étendant sur 0,6 mètres supplémentaires au-dessus du sol à l'intérieur de son habitation. En construisant une zone de couchage partiellement immergée, il a enveloppé l'édifice entier d'une couverture substantielle de terre et de gazon, créant ainsi une cave à légumes surélevée. La masse thermique de la terre, même avec un enfouissement moins profond, offrait toujours une isolation exceptionnelle pour ces quartiers de couchage. Schmidt a noté qu'il dormait confortablement à 9 degrés Celsius. Pendant ce temps, sa résidence principale tombait en dessous de 0 degrés Celsius. À l'hiver 1891-1892, 11 foyers de Black River Falls avaient adopté une forme de zone de couchage souterraine. Les résultats étaient uniformes, des diminutions significatives de l'utilisation du bois, une meilleure qualité de sommeil, une meilleure santé en hiver, et surtout, un confort thermique authentique lors des soirées les plus froides. La nouvelle se répandit au-delà de la population locale, des vendeurs itinérants racontaient des histoires de lits-tombes norvégiens qui procuraient plus de chaleur que les flammes nues. Ce récit, souvent exagéré et parfois déformé, parvint aux communautés norvégiennes du Minnesota, aux enclaves suédoises du territoire du Dakota et aux colons allemands de l'Iowa. Toutes les personnes qui apprirent cette méthode ne l'appliquèrent pas correctement. Certains creusèrent trop superficiellement, ne parvenant pas ainsi à atteindre la couche thermiquement stable, tandis que d'autres construisirent sans circulation d'air adéquate, et produisirent par conséquent des environnements humides et insalubres. Un petit nombre tenta d'utiliser ces compartiments toute l'année, les trouvant désagréablement froids. Pendant l'été, Lars ne les utilise que d'octobre à avril, dormant en surface pendant les périodes plus chaudes. Cependant, pour ceux qui adhéraient aux principes fondamentaux de Lars, profondeur suffisante sous la ligne de gel, masse thermique, isolation supérieure appropriée et circulation d'air suffisante, les résultats étaient uniformes et extraordinaires. En 1893, Thomas Bradley avait enregistré 23 aménagements de couchage souterrain dans un rayon de 80 km autour de Black River Falls. Son journal, conservé aux archives de la Wisconsin Historical Society, contient des dessins, des dimensions et des témoignages. Une entrée spécifique de février 1893 est particulièrement révélatrice. La famille Haugen, récemment arrivée de Norvège, a demandé conseil concernant l'aménagement de leur habitation. J'ai recommandé de creuser une zone de couchage selon les directives d'Erickson. Ils ont exprimé des doutes, n'ayant jamais rencontré une telle structure dans leur pays d'origine, mais ont consenti. Cet hiver, lors du blizzard du 18 janvier, alors que les températures chutaient à moins 34 degrés Celsius, Madame Haugen a déclaré que la chambre maintenait une température de 11 degrés Celsius. Elle a écrit une lettre à des membres de sa famille à Trondheim, détaillant la méthode, en se demandant « Je me demande si, un jour, cette invention du Wisconsin retrouvera le chemin de la Norvège elle-même. » Le paradoxe était évident pour tous, une méthode s'inspirant des connaissances montagnardes norvégiennes, adaptée à l'environnement du Wisconsin, était maintenant suggérée aux Norvégiens une fois de plus. Concernant cette percée de la frontière américaine, Lars Ericsson, avec son humilité typique, n'a revendiqué aucune reconnaissance particulière. « Je me souviens simplement comment le sol retient la chaleur », a-t-il déclaré. Il remarquait, et j'ai pensé que les gens pouvaient se reposer dans cette chaleur plutôt que de lutter contre l'air froid. Pourtant,
son influence était indiscutable à une époque où survivre à l'hiver impliquait fréquemment de choisir entre épuiser ses réserves de bois ou tolérer une frigidité périlleuse. Il a présenté une solution alternative. Utiliser le réservoir thermique inhérent de la planète, permettre aux lois naturelles d'accomplir les tâches que l'effort physique et la combustion entreprendraient typiquement. Cela représentait de l'ingénierie voilée en sagesse pratique. Le système a fonctionné précisément comme les prédictions mathématiques l'indiquaient. Le récit de l'aménagement de couchage souterrain de Lars Ericsson ne se limitait pas à la frontière du Wisconsin. Cela résonnait avec un principe bien plus ancien et applicable mondialement que la méthode ingénieuse d'un seul immigrant norvégien pour combattre le froid hivernal à travers l'histoire humaine. Tout au long de l'histoire, lorsque des individus ont rencontré un froid intense sans ressources de chauffage suffisantes, ils ont constamment découvert une réalité fondamentale. La planète elle-même agit comme une source de chaleur. Elle n'est pas intensément chaude, mais constamment stable, pas excessivement puissante, mais d'une fiabilité à toute épreuve. Pour la survie, la fiabilité l'emporte sur la simple intensité. En Corée, la méthode Ondol avait fourni de la chaleur au foyer pendant plus d'un millénaire, avec des surfaces de plancher chauffé construites au-dessus de conduits en pierre qui retenaient et émettaient la chaleur d'un feu solitaire et modeste. Le concept sous-jacent reflétait les découvertes de Lars, exploiter la masse thermique, une isolation efficace, et situer les individus dans une zone thermique constante plutôt que dans les courants d'air variables au-dessus. Dans le sud-ouest des États-Unis, les peuples ancestraux pueblos ont construit des habitations troglodytes et souterraines, qui restaient fraîches pendant les mois d'été et chaudes tout au long de l'hiver. En exploitant la température constante du sol, leur kiva, des espaces cérémoniels excavés dans la terre, maintenaient des conditions environnementales agréables tout au long de l'année. Même sans aucun appareil de chauffage artificiel, les Inuits, confrontés à des extrêmes environnementaux significativement plus sévères que tout ce qui a été vécu au Wisconsin, comprenaient que la neige elle-même servait de matériau isolant. L'intérieur d'un igloo, chauffé uniquement par la chaleur corporelle humaine et une modeste lampe à huile de phoque, pouvait maintenir des températures d'environ 16 degrés Celsius, même lorsque les vents extérieurs faisaient rage à moins 40 degrés Celsius. Le concept fondamental ne consistait pas à combattre directement le froid par la chaleur, mais plutôt à établir un microclimat constant protégé des fluctuations thermiques, une pratique observée même en Europe du Nord. Dans la zone géographique précise d'où Lars Ericsson avait émigré, des habitations en tourbe avec d'importants toits de gazon et des murs partiellement souterrains avaient assuré le confort des familles. Ayant perduré à travers des siècles de conditions hivernales rigoureuses, ces structures étaient loin d'être des abris rudimentaires, elles représentaient plutôt des applications avancées de la physique thermique, construites par des individus qui comprenaient que la chaleur inhérente de la Terre offrait un plus grand confort que l'apathie froide du ciel hivernal. Ce qui rendait l'accomplissement de Lars remarquable n'était pas sa création d'un concept entièrement nouveau. C'était plutôt son souvenir d'une pratique ancienne à une époque et dans un lieu où d'autres l'avaient négligé. La frontière du Wisconsin en 1890 marqua un tournant distinctif dans les annales du développement technologique. Les pionniers possédaient une capacité industrielle suffisante pour fabriquer des unités de chauffage en fonte, du bois traité et des fenêtres vitrées, des outils qui promettaient de dominer l'environnement naturel par la force brute et un carburant abondant. Cependant, ils n'avaient pas encore conçu les substances isolantes, les systèmes de chauffage intégrés ou le surplus d'énergie qui transformerait finalement ces assurances en réalité. Ils se trouvaient dans un état intermédiaire, suffisamment développé pour rejeter les méthodes archaïques d'abri souterrain comme peu sophistiquées, mais pas assez avancées pour réellement maintenir la chaleur. Inefficacement, ils consommaient de vastes étendues de forêt pour chauffer des structures mal isolées et souffraient néanmoins du froid. Lars a réussi à combler cette lacune. Il a utilisé des outils contemporains tels que des scies, des outils en fer et du mortier à base de chaux pour mettre en pratique des connaissances ancestrales. Il ne s'est pas opposé au progrès, il l'a plutôt perfectionné en intégrant des savoirs que la civilisation industrielle avait prématurément mis de côté. Au 19e siècle, la méthode de couchage souterrain était devenue courante dans le Haut-Midwest, différentes versions sont apparues au Montana, dans les Dakotas, et même dans des colonies canadiennes isolées. Chaque application était adaptée aux circonstances locales spécifiques, intégrant divers matériaux rocheux, des profondeurs souterraines variables déterminées par la pénétration du gel, et des techniques d'isolation thermique inventives. Néanmoins, ils partageaient tout la compréhension fondamentale, dormir dans des zones où la chaleur du sol prévaut, plutôt que là où l'atmosphère froide de l'hiver dicte. Par la suite, cette coutume a lentement diminué. L'avènement de l'électricité rurale a fourni une énergie bon marché, suivie par les systèmes de chauffage au mazout puis au gaz naturel, qui ont rendu la chaleur apparemment sans effort. Les poussées de construction d'après-guerre ont mis l'accent sur la construction rapide. L'efficacité thermique a été négligée, l'abondance de l'approvisionnement énergétique a rendu les économies d'énergie apparemment superflues. Dans les années 1970, les zones de couchage souterraines n'étaient que des curiosités,
conservées uniquement dans les archives des sociétés historiques. Elles existaient aussi dans les souvenirs de personnes âgées qui se rappelaient des premières années extrêmement froides. Jusqu'à récemment, les colons autonomes contemporains, confrontés à des dépenses énergétiques élevées et recherchant des options de vie respectueuses de l'environnement, ont redécouvert les principes que Lars Ericsson a démontrés en 1891. Les communautés en ligne présentent désormais des constructeurs modernes creusant des compartiments de couchage. Ces constructeurs expérimentent des conceptions d'habitation souterraine et rapportent des résultats identiques et impressionnants, des dépenses de chauffage réduites, une qualité de sommeil améliorée et une robustesse accrue face aux pannes d'électricité et aux interruptions d'approvisionnement. Les calculs restent valides, les lois de la physique sont inchangées. Le sol à 1,8 m sous la surface maintient toujours une température de 7 à 10 degrés Celsius dans le Wisconsin et de 11 à 14 degrés Celsius dans le Kentucky. Il maintient 3 à 6 degrés Celsius au Montana. La masse thermique continue d'absorber et d'émettre de la chaleur à des rythmes constants et l'isolation empêche efficacement la dissipation de la chaleur. Le corps humain continue d'émettre 88 à 117 watts de chaleur par heure, ce qui, si elle est adéquatement contenue, peut maintenir des températures de sommeil agréables sans aucune consommation d'énergie externe. Ce que Lars a compris, et ce que tout constructeur prospère de zones de couchage souterraines a saisi, c'est que l'objectif n'est pas de chauffer une zone entière, mais plutôt de maintenir le corps humain dans un état d'équilibre thermique. Ce sont des problèmes d'ingénierie fondamentalement distincts, exigeant des quantités d'énergie significativement différentes. Chauffer une cabine de 27,9 m² de moins 6,7 degrés Celsius à 18,3 degrés Celsius nécessite environ 7,9 kW de puissance continue, car la chaleur s'échappe par ses murs, son plafond et sa base. Inversement, maintenir un compartiment de couchage de 1,4 m³ à 12,2 degrés Celsius, alors que la température du sol environnant est déjà de 8,9 degrés Celsius, pourrait ne demander qu'environ 633 kJ au total, ce qui représente une réduction de 98% de la consommation d'énergie. Ce n'était pas seulement une hypothèse, Lars en a démontré la validité pendant 3 hivers du Wisconsin, en utilisant seulement un tiers du bois de chauffage de ses voisins, tout en bénéficiant d'un plus grand confort de sommeil que tous. Thomas Bradley l'a enregistré, 23 foyers supplémentaires l'ont reproduit, et la Société historique du Wisconsin l'a conservé dans ses archives. Pourtant, pendant la majeure partie du XXe siècle, la science de la construction conventionnelle l'a ignoré. Cette perspicacité va au-delà de la simple efficacité du chauffage, elle met en lumière une tendance plus large dans la manière dont les communautés gèrent la sagesse héritée. Lors de l'émergence de nouvelles technologies, il y a fréquemment une hâte à qualifier les techniques établies d'obsolètes, sans saisir complètement les problèmes que ces méthodes ont réellement abordés, ou apprécier la véritable ingéniosité de leurs solutions. Les voisins de Lars Ericsson ont ridiculisé sa zone de couchage souterraine parce qu'elle semblait rudimentaire, impliquant une excavation semblable à un terrier d'animal. Cela impliquait de dormir sous la surface, à l'instar des démunis, rejetant l'emblème du progrès frontalier, l'habitation douillette et éclairée avec un foyer ardent, pour ce qui semblait être une régression. Pourtant, ce n'était pas régressif, c'était plutôt un progrès dans une direction inexplorée, collaborant avec les systèmes naturels au lieu de les combattre, en utilisant la masse thermique des pierres. Cela impliquait d'embrasser la température constante de la planète, plutôt que d'incinérer des forêts, au lieu d'insister sur une chaleur estivale au cœur de janvier. La dérision qu'il a rencontrée a révélé leur manque de compréhension, pas le sien. C'était leur ignorance, ils avaient confondu l'esthétique technologique avec la véritable essence, estompant les frontières entre l'apparence du progrès et sa forme authentique. Une habitation qui semblait contemporaine, mais laissait les familles trembler de froid et les piles de bois diminuer, n'était pas réellement sophistiquée. Elle constituait une ingénierie inefficace, ornée d'un design moderne. Si vous avez suivi jusqu'à ce point, vous comprendrez que la sagacité frontalière n'implique pas d'idéaliser les époques révolues, elle concerne la reconnaissance que les individus confrontés à d'authentiques problèmes de survie ont souvent conçu des remèdes véritablement efficaces. Veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » si ce récit a modifié votre perspective sur la chaleur et le refuge. Abonnez-vous pour des explorations complètes supplémentaires, des méthodologies historiques que les constructeurs contemporains réévaluent. De plus, laissez un commentaire nous indiquant quelle méthode de construction traditionnelle du patrimoine de votre région mérite une attention renouvelée. Lars Ericsson est décédé en 1924, à l'âge de 71 ans. Son avis de décès, publié dans le journal de Black River Falls, relatait son entreprise agricole prospère, sa descendance et ses descendants, et ses contributions civiques. Il ne faisait aucune mention de la zone de couchage souterraine, qui avait auparavant provoqué l'indignation locale, et avait finalement transformé l'endurance hivernale pour de nombreuses familles à travers la région frontalière. Néanmoins, sa demeure était toujours debout en 1924.
Et sa chambre souterraine, revêtue de pierre et impeccablement entretenue, conservait précisément la même fonctionnalité que le jour où il l'avait construite. Les conditions thermiques de la planète n'avaient pas varié. Les lois fondamentales de la physique n'avaient pas été modifiées, pas plus que la sagesse inhérente n'était devenue obsolète. Elle avait simplement attendu, inébranlable comme un roc, la génération suivante, qu'elle soit suffisamment refroidie ou suffisamment perspicace.